Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de BMCE Capital qui a pour aujourd'hui pour thème la présentation par notre bureau de recherche BMCE Capital Global Research de ses plus fortes convictions du moment sur le marché boursier marocain. Tout d'abord, je profite de cette introduction pour vous faire part du changement de dénomination opéré récemment par notre bureau de recherche qui est désormais baptisé BMCE Capital Global Research. L'ajout du terme global reflète à la fois la couverture multiproduit de nos analyses financières, tant sur les marchés actions, taux, matières premières, échanges, mais également la présence panafricaine de notre bureau de recherche au Maroc, en Tunisie, en zone UMOA et dans d'autres régions du continent via le réseau African Securities Network, ASN. Nous vous invitons à consulter régulièrement les différentes notes et publications sur le site www.bmcecapitalglobalresearch.com. Donc, pour revenir à notre webinaire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui trois analystes financiers, Khadija Al-Moussili, Sofiane Dada, Hassan Mzreoui, qui nous feront donc la présentation de 5 valeurs cotées à la bourse de Casablanca. Taqa Morocco, Atlanta Sanad, Marsa Maroc, SNEP et Cosumar. Donc, ces 5 valeurs sont toutes recommandées comme à accumuler par notre bureau de recherche. Donc, en termes de déroulé, chaque analyste présentera donc la valeur avec ses enjeux et ses catalyseurs. Puis, ils répondront à vos questions sur le même sujet avant de passer à la valeur suivante. Donc, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions par chat directement sur l'interface Zoom. Il est à noter que depuis le début d'année, en fait, BMCE Capital Global Research a mis en place un portefeuille avec une sélection de valeurs. Donc, ce portefeuille, il a une performance à date de 24,3% comparé à 11,6% pour le MASI RB. Sans plus tarder, je donne la parole à Soufiane pour la présentation de la première valeur qui est Taqa Morocco. Oui, merci Reda. Déjà, bonjour tout le monde. Je vous propose de commencer par Taqa, que bien sûr nous recommandons à accumuler dans les portefeuilles avec un cours cible qui s'élève à 1056 dirhams. La particularité de cette valeur est principalement la stabilité et la solidité de son business model grâce à son contrat de concession avec l'ONE dont la durée est comprise déjà entre 1997 et 2044 pour les unités 1 à 4 et entre 2014 et 2044 pour les unités 5 et 6. Donc, euh, L'année dernière, comme vous le savez, qui a été marquée par la signature de la prorogation du contrat des unités 1 à 4, qui arrivait initialement à échéance en 2027. Cette extension a donc aligné les deux groupes d'unités jusqu'en 2044, ce qui devrait permettre une certaine prédictibilité des cash flows et une consolidation durable de la solidité du business plan de TAPA. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cette opération permettra de développer et surtout de moderniser la centrale via un engagement d'investissement global qui devrait dépasser les 5 milliards de dirhams. Bien sûr, incluant un ticket d'entrée de 1,5 milliard qui a déjà été versé à l'ONE en 2020. Cette prorogation devrait également permettre de valoriser l'infrastructure de base de la centrale en évitant au groupe des investissements additionnels coûteux, favorisant une réduction des coûts de production et la génération d'une trésorerie additionnelle dans le but de financer les projets futurs de développement de TAPA. Un peu plus dans le détail, donc en termes de PMV, TAQA devrait disposer d'une grille tarifaire bien ficelée parce que bien sûr elle a fait objet de négociations avec l'ONE. Une grille qui devrait selon nous être plus favorable pour le groupe. Compte tenu d'une part du renouvellement prévu des 4 unités au cours des années à venir, mais d'autre part, compte tenu des besoins additionnels en termes d'investissement auxquels le groupe s'est engagé lors de la signature de la prolongation.
Donc, ça, c'est pour la prolongation du contrat. Si, toujours au volet stratégique, donc, Taka devrait également capitaliser à moyen et long terme sur d'autres relais de croissance. Nous citons en premier lieu le projet de digitalisation de son process de maintenance. Donc, à travers ce projet, Taka souhaite passer d'un opérateur classique à un opérateur disposant d'une data générée en temps réel grâce à des machines connectées, appelées aussi du e-monitoring. Donc, dans le détail, le groupe souhaite tout simplement augmenter de 2 à 3 ans le cycle de maintenance. Bien sûr, on parle de révision majeure. Donc, ce cycle de maintenance, actuellement, il est compris entre 5 et 8 ans. Donc, ça devrait lui permettre de générer des gains substantiels en termes de coûts de maintenance qui sont estimés à 160 millions de dirhams par an et par unité, mais aussi, bien sûr, générer des revenus supplémentaires. Par ailleurs, le groupe devrait également continuer d'investir dans l'optimisation de son cycle de combustion afin d'améliorer l'efficience en termes de combustion de charbon et par conséquent réaliser des gains sur la quantité de charbon consommé, ce qui représente un upside qui n'est pas refacturé à l'ONE. Donc, juste pour rappel, les achats consolidés de charbon à fin 2020 étaient supérieurs à 4 milliards de dirhams. Donc, en termes un autre projet qui est prévu, donc, en tant qu'opérateur de la ferme éolienne et dans le cadre de son développement dans le mix énergétique marocain, surtout dans les énergies renouvelables, Taka est actuellement engagé déjà dans un projet éolien dans le nord du royaume qui est d'une capacité globale de 200 MWh et qui devrait être livré en plusieurs phases. Donc, ce projet, il a été initialement prévu pour fin 2018. Il est aussi régi par la loi 1309 relative aux énergies renouvelables non encore amendée. Ce projet n'est pas encore opérationnel. Le groupe serait toujours en négociation avec l'ONE et le ministère de l'Énergie pour son aboutissement. Donc, un autre projet que nous retenons, c'est en fait le développement en Afrique subsaharienne, qui est une région qui devrait conforter au groupe des opportunités de développement des énergies, notamment renouvelables, mais aussi thermiques, sachant que selon le management, Taka cible principalement le gaz. Donc ça, c'est pour un petit récap du volet stratégique. Si on peut passer au volet opérationnel, donc à fin 2020, Taka avait clôturé un chiffre d'affaires consolidé en repli de 14,6%. Cette baisse qui a été essentiellement expliquée par la dégradation des frais d'énergie induite par l'évolution du prix d'achat du charbon sur le marché international, qui passe d'un prix moyen par tonne métrique de 81 dollars en 2019 à 64 dollars en 2020. Donc, un autre élément qui impactait les revenus de Taka est la réalisation de la révision majeure planifiée de l'unité 5 au cours du TK 2019. Donc, ça rentre dans le plan de maintenance contractuel de Taka. Pour cette année, nous estimons que les revenus du groupe devraient se redresser avec une progression prévisionnelle de 10% en corrélation principalement avec l'évolution du prix du charbon à l'international qui devrait se fixer à 75 dollars selon les prévisions du FMI, mais aussi du management de Taka, soit une hausse de 9% par rapport à 2020. Donc, le chiffre d'affaires de Taka devrait par contre être atténué par l'impact de la révision majeure de l'unité 6, à l'image de la révision qui a été faite l'année dernière. Donc, cette révision a été effectuée durant le premier trimestre et s'est traduite et devrait se traduire par une légère baisse du taux de disponibilité annuel global. Donc, en termes de bottom line,
et intégrant d'une part la croissance du chiffre d'affaires et d'autre part l'allègement des amortissements qu'on a constaté grâce à la prolongation du contrat des unités 1 à 4, on s'attend à un RNPG qui devrait progresser de 8% par rapport à 2020. Donc, ça, c'est pour les agrégats opérationnels. Pour ce qui est des ratios boursiers, TAQA, bien sûr, elle est historiquement une valeur de rendement. Donc, on s'attend à une politique de distribution de dividendes qui devrait rester quasiment stable pour les années à venir, avec un DPA de 36 dirhams par action au titre de l'exercice 2020, déjà annoncé par le groupe. Et en plus, avec un dividend yield de 3,6% en 2021 et 4% en 2022, un niveau de rendement qui est toujours supérieur à la moyenne projetée du marché qui est de 3,2%. Pour la valorisation, pour notre valorisation, notre cours cible pour TAQA s'établit à 1056 dirhams pour une recommandation, comme j'ai déjà mentionné, à accumuler et un PE cible de 26,1. Donc, comme vous pouvez constater au niveau du slide projeté, nous nous sommes basés sur la méthode DCF et notre scénario central intègre deux éléments clés. Donc, on a l'investissement supplémentaire qui va être mobilisé par TAQA et aussi le TRI. Donc, pour ce qui est de l'investissement, déjà, il s'agit d'un budget d'investissement supplémentaire de 5 milliards, dont 3,5 milliards à mobiliser à compter de 2026. Bien sûr, cet investissement additionnel est un engagement relatif à la prorogation du contrat des unités 1 à 4. Donc, le deuxième point qui intègre notre scénario central, c'est un TRI estimé par nos soins à environ 14%, en se basant sur une augmentation du prix moyen de vente par kilowattheure des unités 1 à 4 au cours de la période d'extension, donc la période entre 2028 et 2044. Donc, c'est un prix moyen de vente de 0,22 dirhams contre un PMV de 0,17 en 2027 projeté avant extension. Donc, intégrant ces deux éléments, nos prévisions font ressortir un TCAM 21,44 du CA de 2%, de plus 2%, une marge d'EBITDA moyenne sur la même période de 38,5%. Notre taux d'actualisation, il est de 8,6%. Le taux sans risque, il est de 2,3% et la prime de risque est de 8,2%. Donc, voilà pour ce qui est de TAQA. Je passe la parole à Reda. Merci beaucoup, Soufiane, pour cette présentation. Peut-être avant de passer à une autre valeur et à Khadija, on va prendre d'abord quelques questions en fait, qu'on a reçues. D'ailleurs, vous pouvez continuer à poser vos questions. La première qu'on a reçue concerne qu'est-ce qui explique le retard de concrétisation de projets éoliens de TAQA? Oui, donc merci pour cette question. Effectivement, TAQA, comme j'ai dit quand on a parlé du volet stratégique, donc TAQA est toujours en négociation avec l'ONE et le ministère de l'Énergie pour l'aboutissement de son projet éolien au nord du Royaume, sachant qu'elle a déjà livré la première partie de 100 MWh. Donc, pour rappel, le projet est de 200 MWh en total. Donc, le projet demeure dépendant de l'amendement de la loi 1309, qui est toujours bloqué au niveau du Parlement. Donc, pour rappel, cet amendement déjà devrait permettre d'une part l'uniformisation et la réglementation des prix de vente des différents opérateurs, y compris TAQA bien sûr, mais aussi une garantie de la part de l'ONE d'acheter une partie de leur production. Donc, voilà. Parfait. Alors, deuxième question, selon vous, pourquoi la société ne s'est pas encore positionnée sur l'Afrique? Oui, effectivement, donc c'est une question qui nous interpelle nous aussi. TAQA avait annoncé son intérêt pour l'Afrique, d'ailleurs juste après son IPO.
mais semble bien tarder à concrétiser sa stratégie dans ce domaine. Euh, à notre avis, le producteur marocain se tâte encore avant de se lancer dans une conquête des projets africains, d'autant plus qu'il s'agit de projets gaziers, activité sur laquelle il n'est pas présent. Donc, nous pensons que peut-être Taka serait davantage motivée d'y aller si elle avait une expérience dans ce domaine, notamment au Maroc. La prochaine privatisation de la centrale Tahad Tart pourrait donc constituer une bonne opportunité pour Taka puisqu'elle est à cycle combiné avec utilisation du gaz naturel et qualifierait plus le groupe marocain pour des prises de participation dans des projets de ce genre en Afrique. Alors, autre question, quelles sont vos prévisions de grille tarifaire pour les unités 1 à 4 post-prolongation? Oui, donc nos prévisions, d'ailleurs, comme j'ai dit, c'est notre scénario central. Donc, on se base sur une augmentation de la grille tarifaire. Donc, on s'attend à, bien sûr, quand je dis une augmentation, c'est une augmentation par rapport au prix de 2027 projeté hors extension, donc avant extension. Ce prix-là, selon nous, selon nos estimations, est de 0,22 dirhams par kilowattheure et c'est par rapport à un prix de 0,17 en 2027. Alors, autre question, qu'en est-il du volume de CAPEX, enfin du CAPEX investissement et maintenance nécessaire à l'implémentation de la nouvelle stratégie? Oui, donc en fait, la signature de la prolongation en janvier 2020 avec l'ONE, en fait, la contrepartie de cette prolongation, c'est l'engagement de TAQA de mobiliser un budget d'investissement additionnel sur les années à venir, surtout à compter de 2026. Donc, ce budget global est de 5 milliards de dirhams. Bien sûr, on exclut les 1,5 milliards qui ont déjà été versés à l'ONE en 2020. Donc, on a 3,5 millions de dirhams qui sont encore à mobiliser à partir de 2026. Parfait. Peut-être une dernière question sur Taka avant de Mhm. passer à une autre valeur, mais on pourra revenir à la fin peut-être s'il y a d'autres questions, Oui, bien sûr. si on a le temps. Donc, quel est l'impact de l'approvisionnement, enfin, quel est l'impact sur l'approvisionnement de Taka de la variation du Brent de près de 40% en year to date? Normalement, oui. Donc, pour cette année, en fait, Taka, normalement, il ne devrait pas avoir un impact important sur son approvisionnement parce que, comme on a vu d'ailleurs au T1, Taka a déjà, donc, ce qu'on comprend des chiffres au T1, surtout, je mets l'accent sur la baisse des frais d'énergie. Donc, elle a déjà assuré un certain pourcentage de la couverture en approvisionnement de charbon. L'année dernière, une année qui a été marquée par un prix de charbon qui est assez bas. Voilà, donc Taka, normalement, devrait avoir quand même un impact limité de cette hausse, vu que les frais d'énergie enregistrent déjà une baisse en se basant sur un prix du charbon bas, moins cher et qui a été avec lequel elle a fait son approvisionnement l'année dernière. Parfait. Ben, merci Sofiane. On reviendra vers toi tout à l'heure pour d'autres sujets. Maintenant, je passe la parole à Khadija pour nous présenter la valeur Atlanta Sanad. Merci Reda. Donc déjà, bonjour à tous. Donc nous allons vous présenter notre argumentaire sur Atlanta Sanad. Donc c'est une valeur en laquelle nous croyons énormément, en particulier sur le plan fondamental. Donc cinquième compagnie d'assurance du secteur avec une part de marché de près de 10,9%, notamment après sa fusion-absorption de Sanad. Atlanta Sanad fait preuve de façon continue d'une dynamique commerciale certaine qui s'est d'ailleurs traduite par un TCAM de près de 9% de ses primes acquises nettes sur les 5 dernières années, grâce notamment au lancement de produits innovants. D'ailleurs, la compagnie... Déjà, je vais juste te demander, s'il te plaît, d'activer la caméra, peut-être. Alors, elle Voilà, est parfait. activée, normalement. C'est Vas-y. bon?
Ok, donc je disais que la compagnie a pu afficher une évolution de près de 2% de son chiffre d'affaires à fin 2020 en dépit de la crise sanitaire, ce qui lui a justement permis de surperformer la croissance du marché qui s'est située à 1,4%. Donc, dans le détail, la branche vie s'améliore légèrement de 1,4% du fait d'un développement modéré de la collecte nette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette évolution reste tout de même meilleure que celle du secteur qui affiche un recul de près de 0,3%. Pour ce qui est de la non-vie, elle a progressé de 2,2% contre une appréciation de 1,9% pour le secteur, grâce notamment au bon comportement du réseau exclusif de la compagnie. Donc, sinon, au volet technique, Atlanta Sanad semble réussir la stratégie d'assainissement de son portefeuille qui a d'ailleurs été mise en œuvre depuis 2018. Donc, c'est une politique qui lui a justement permis de réduire son exposition en termes de sinistralité et d'afficher aussi un S sur P qui est très compétitif. Donc, à fin 2020, il s'établit à 65,8% contre une moyenne de 69,1% pour le secteur coté. Donc, grâce à une politique de souscription qui est très sélective et à des implantations dans des régions qui sont relativement moins sinistrées. Donc, ce niveau de S sur P qui est quand même très bas offre de la sinistralité automobile, comme ce qui a été constaté au niveau sectoriel en 2018. Côté réglementaire, l'opérateur dispose d'une marge de solvabilité très confortable de 212%, donc qui est largement supérieure au minimum réglementaire de 100%, ce qui lui confère justement une certaine solidité financière et qui devrait aussi lui permettre de se conformer aisément à la solvabilité basée sur les risques qui devrait entrer en vigueur bientôt. En termes de perspective, Atlanta Sanad devrait réussir à améliorer son positionnement sectoriel et aussi sa rentabilité grâce à plusieurs éléments. Donc, le premier élément concerne le lancement prochain des produits en unité de compte qui devrait justement dynamiser fortement l'activité vie et permettre aussi à l'opérateur de gagner en part de marché. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits ont affiché une hausse de près de 16% en 2020, en dépit de la crise sanitaire, ce qui témoigne justement de leur popularité grandissante et ce qui explique aussi la volonté de l'assureur de se positionner sur ce créneau. Le deuxième élément concerne la poursuite du développement de l'activité prévoyance, qui offre d'ailleurs une meilleure rentabilité et qui ne représente aujourd'hui que 36% du chiffre d'affaires de l'assureur contre 64% pour la capitalisation, d'où l'existence d'un potentiel de croissance sur cette activité. Le troisième élément porte sur la création de sa filiale Takafoulian, qui devrait justement lui permettre de générer un chiffre d'affaires additionnel. Donc, je vous rappelle juste que le dispositif financier et réglementaire de l'assurance Takafoul est en cours de validation par le secrétariat général du gouvernement. Autre élément, c'est le développement de synergies de croissance après la fusion-absorption de Sanad, qui vise justement une certaine efficience à tous les niveaux. Donc, c'est un développement qui devrait se faire à travers l'optimisation du maillage territorial et son extension, l'accès à un nombre et à des affaires de taille plus importante par le réseau des courtiers, ou encore l'extension de la gamme de produits qui est distribuée par le canal banque assurance. Autre point, c'est l'amélioration de son résultat financier qui devrait profiter notamment de ces placements qui offrent des rendements qui sont quand même très, très intéressants, mais aussi de la possibilité de réaliser des plus-values en 2022 en cas d'un apport de nouveaux OPCI, de nouveaux actifs à son OPCI. Donc, à l'image de l'opération qui a été réalisée en 2020 et qui a permis à la compagnie d'enregistrer des plus-values de l'ordre de 230 millions de dirhams. Enfin, le dernier élément porte sur la mise en place prochaine d'un nouveau plan stratégique triennal, donc 2022-2024, et qui a pour objectif de fixer les principales orientations pour la compagnie qui vont lui permettre d'atteindre la position de leader du marché marocain sur le segment des assurances non-vie. Donc, passons maintenant à la diapositive suivante et qui reprend les principaux indicateurs financiers et boursiers d'Atlanta Sanad. Donc, en termes de chiffre d'affaires, les primes acquises nettes de la compagnie devraient, selon nos prévisions,
s'améliorer de 7% à 4,8 milliards de dirhams en 2021, donc tiré par la bonne tenue des deux branches, donc que ce soit la vie ou la non-vie, qui devrait afficher des hausses respectives de 5% et de 8% en raison notamment de la reprise des activités automobiles et épargne. Sinon, au volet boursier, la valeur traite aujourd'hui à un cours de 93,20 dirhams. Donc, c'est une performance year-to-date de 13,66%. Ces ratios boursiers s'établissent à des niveaux très attractifs en 2020, donc avec un PE de 10,5 fois contre une moyenne sectorielle de 22 fois et un dividend yield de 5,5% contre une moyenne sectorielle de 3%. Donc, en 2021, et selon nos prévisions, le PE de la compagnie devrait s'établir à 15,6 fois en raison de la hausse du cours, mais aussi de la baisse anticipée de près de 23% de son RNPG, qui est uniquement lié à un élément exceptionnel, donc à savoir la non-récurrence de l'impact positif qui a été constaté en 2020 suite à la création de son OPCI. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce niveau de PE reste quand même très attractif et très compétitif, puisque la moyenne sectorielle devrait se situer à 19,8 fois en 2021. Pour ce qui est du dividend yield, il devrait s'établir à 3,7%, donc c'est une baisse d'à peu près 1,8 points par rapport à 2020, suite à la hausse du cours et à la baisse du DPA. Donc on devrait passer d'un DPA de 4,5 dirhams en 2020 à un DPA de 3,5 dirhams en 2021. Donc c'est une baisse qui devrait naturellement accompagner le recul anticipé de la capacité bénéficiaire. Alors, en 2022, ces ratios devraient s'améliorer comparativement à 2021 en raison principalement de la hausse escomptée du RNPG qui devrait être de près de 6%. Donc, passons maintenant à la dernière diapositive et qui concerne les éléments de valorisation d'Atlanta Sanad. Donc, en termes de prévisions chiffrées, nous tablons sur un TCAM de près de 8% du RNPG entre 2021 et 2025, qui intègre une baisse de près de 23% en 2021. Donc, c'est une baisse qui s'explique principalement par le recul attendu de 11% du résultat financier de la compagnie. Donc, en raison de la non-récurrence des plus-values qui ont été constatées en 2020 de près de 230 millions de dirhams après l'opération OPCI, mais aussi de la baisse probable des dividendes à distribuer par certaines sociétés au titre de l'année 2020, donc des sociétés dans lesquelles la compagnie détient des participations. Donc, la capacité bénéficiaire devrait progresser à partir de 2022, profitant notamment d'une meilleure dynamique commerciale qui va être liée justement à une reprise de l'activité, d'un bon comportement attendu du marché boursier marocain et d'un retour à un niveau normatif de la masse des dividendes qui devrait être distribuée par les sociétés. Sinon, côté valorisation, donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour le cas des financières et contrairement aux industries, nous nous basons sur différentes méthodes de valorisation pour aboutir à un cours cible. Donc, dans le cas d'Atlanta Sanad, notre target price prend en compte deux méthodes, donc à savoir l'actualisation du résultat net et l'actualisation du résultat technique. Donc, tenant compte de l'ensemble de ces éléments, nous recommandons d'accumuler la valeur pour un cours cible de 97 dirhams et un PE cible 2021 qui reste très intéressant de 16 fois, ce qui confirme justement notre opinion positive sur la valeur en raison des perspectives prometteuses qui devraient se présenter pour elle. Donc, Reda, je te laisse la parole pour démarrer la session questions-réponses. Parfait, merci Khadija. Une première question, donc comment se comporte la filiale non-vie en Côte d'Ivoire de l'opérateur, donc Atlanta Sanad. Alors, Reda, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la question? J'ai eu un problème de connexion, j'ai pas... Oui, bien sûr. Alors, en fait, comment se comporte la filiale non-vie en Côte d'Ivoire de l'opérateur? Oui, alors par rapport à l'Afrique, donc ce qu'on a pu constater, c'est que Atlanta Sanad semble tester son appétit justement pour l'Afrique. Donc, elle a commencé par créer une filiale en non-vie en Côte d'Ivoire en 2016. D'ailleurs, la filiale affiche à fin 2020 un chiffre d'affaires de près de 50 millions de dirhams. Elle affiche aussi son premier RN positif, donc depuis le démarrage de l'activité qui est de près de 3 millions de dirhams. Et normalement, l'assureur devrait aussi développer l'activité vie au niveau du même pays, donc en Côte d'Ivoire.
Je vous rappelle également que Allmarcom a signé en mai un accord pour une prise de participation majoritaire dans le capital d'une compagnie kenyane qui s'appelle The Monarch Insurance et qui, pour info, a un chiffre d'affaires de près de 13 millions de dollars et qui opère sur les deux branches, donc la vie et la non-vie, ce qui confirme justement les ambitions du groupe de vouloir se développer dans le secteur des assurances en Afrique subsaharienne, donc que ce soit en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest, en ciblant justement des pays qui semblent présenter un fort potentiel. Pour précision, les participations africaines du groupe sont censées être logées au niveau de sa holding, qui se nomme Allmarcom Insurance Activities. Parfait, voilà. Merci. Khadija, autre question. Avez-vous de la visibilité sur la stratégie d'Atlanta Sanad sur les OPCI, à la fois en termes d'apport cible et horizon de réalisation? Alors, en termes d'OPCI, donc comme vous le savez, Atlanta Sanad a réalisé en 2020 l'opération OPCI qui lui a permis justement de constater des plus-values de l'ordre de 230 millions de dirhams. A priori, pour cette année, elle ne compte pas en effectuer. Parce qu'elle a quand même des placements qui offrent des rendements très intéressants, donc ça ne devrait pas vraiment lourdement impacter le résultat financier, mais il se peut qu'elle fasse des opérations plus tard, peut-être en 2022. Mais en tout cas, pour cette année, ce n'est pas prévu. Donc, voilà. Parfait. Donc, autre question. Ne pensez-vous pas que l'évolution de l'activité du secteur de l'assurance est tributaire de la reprise économique et des effets de la crise sanitaire? Et deuxième sous-question, avez-vous une idée sur la classe d'actifs qui contribue le plus au rendement de l'assureur? Alors, par rapport à la première partie de la question, par rapport à l'activité des assureurs, donc effectivement, oui, elle dépend de la reprise économique, surtout au niveau de la partie épargne, puisque c'est un volet qui a été fortement impacté en 2020 en raison justement de la dégradation de la situation économique, que ce soit au niveau des sociétés ou pour les ménages également. Mais on constate aujourd'hui qu'il y a une certaine reprise par rapport à ce volet et qui est justement liée à une amélioration de la situation économique. Donc, pour la partie épargne, on peut dire qu'on est sur une reprise. Sinon, bien sûr, la reprise de la situation économique devrait impacter l'activité des assureurs. Aussi, par rapport à la partie accident corporel, etc. Donc, par rapport au bon comportement escompté des sociétés et qui devrait aussi impacter la partie non-vie. Donc effectivement, c'est une activité qui est étroitement liée à la situation économique. En termes de rendement, on n'a pas vraiment le détail donc par compagnie, par classe d'actifs. Après, ce qui ressort au niveau des statistiques sectorielles, c'est que les actifs de taux représentent le plus gros déplacement, donc avec une part de 52%, contre des actifs d'action qui représentent une part de près de 43%. Donc, voilà. Parfait. Merci Khadija. Donc, on reviendra peut-être tout à l'heure à d'autres questions sur Atlanta Sanad. Maintenant, je vais redonner la parole à Soufiane pour Marsa Maroc. Oui, merci Reda. Donc, voilà, la deuxième valeur dont j'ai parlé aujourd'hui est Marsa Maroc, que nous recommandons également à accumuler dans les portefeuilles. Pour Marsa, donc à l'image de Taqa, elle se caractérise également par un business model robuste grâce à son contrat de concession avec l'ANP qui lui offre une présence sur les 9 principaux ports marocains. Donc, ça lui permet aussi d'avoir une position stratégique et des flux portuaires diversifiés, ce qui lui permet de maintenir un niveau d'activité et de rentabilité historiquement favorable. Donc, ce niveau d'activité et de rentabilité, il est porté essentiellement par l'amélioration des flux des vracs solides, donc grâce en grande partie à l'augmentation des importations céréalières en lien, bien sûr, avec les niveaux de pluviométrie faibles au cours des dernières années. Aussi, on peut citer le trafic conteneurisé, un segment qui historiquement dégage des niveaux de marge importants pour Marsa. Aussi, la croissance du trafic des hydrocarbures, mais bien sûr hors crise sanitaire.
Donc, pour ce qui est des réalisations 2020, qui a été bien évidemment marqué aussi par les effets de la crise sanitaire et les échanges internationaux, sur les échanges internationaux, pardon. Marsa a pu limiter le repli de ses réalisations commerciales à 5%, intégrant une baisse de 6% du trafic global traité. Cet exercice a également été marqué par la contraction de la marge opérationnelle, qui intègre l'alourdissement des charges opératoires de la filiale Tanger Alliance, qui a, dont le lancement, comme on le sait tous, a été retardé par la crise. Maintenant, en termes de rentabilité, bien sûr, comme pour pas chaque, mais beaucoup de valeurs cotées, Marsa a connu l'impact de la comptabilisation du don Covid, un don Covid qui a été d'un montant de 300 millions, comptabilisé one shot. Aussi, l'impact qu'on a vu au niveau de la masse bénéficiaire, c'est la filiale Tanger Alliance qui a enregistré une perte nette de 45 millions. Donc, si on fait un retraitement de ces deux éléments, le RNPG serait ressorti en repli de 19% au lieu de 57% réalisé en 2020. Donc, oui, si on peut parler du volet stratégique maintenant, parce que c'est le fait marquant de Marsa, c'est la mise en service en 2021 du TC3 de Tanger Med 2. Donc, bien sûr, ce projet représente le principal relais de croissance pour la société, avec une capacité annuelle additionnelle de 1,5 million de VP, ce qui devrait bien sûr booster l'activité conteneur du groupe. Donc, concrètement, Tanger Alliance devrait contribuer à hauteur de 15% du chiffre d'affaires à fin 2021 déjà, et environ 25% à compter de l'année prochaine, selon les communications faites par le management de Marsa. Par contre, nous estimons que la filiale devrait tout de même continuer de peser sur les marges et la rentabilité du groupe, tenant compte, bien sûr, des besoins en termes de charges opérationnelles relatives à la mise en service du projet. Donc, par conséquent, et en fonction de l'augmentation du taux d'utilisation du terminal à conteneur 3, nous estimons que le groupe devrait améliorer mécaniquement ses indicateurs opérationnels et regagner des niveaux normatifs à partir de l'année 2022. Donc, à part Tanger Alliance comme principal relais de croissance, la construction aussi en cours des deux ports de Nador Ouest et Dakhla Atlantique, dont le lancement est prévu au cours des 2 prochaines années, devrait également présenter une vraie opportunité de développement pour le groupe Marsa. Donc, pour ce qui est le cas déjà de Nador Ouest, c'est un port qui devrait assurer en grande partie l'approvisionnement du Maroc en produits énergétiques, notamment le charbon d'ailleurs pour la future centrale thermique programmée dans la zone. Et c'est grâce à des capacités annuelles significatives. Donc, on peut citer 3 millions de conteneurs EVP. Donc, ça, c'est des capacités annuelles, annoncées par l'ANP. 3 millions de conteneurs EVP, 25 millions de tonnes d'hydrocarbures, 7 millions de tonnes de vrac solide et 200 000 véhicules. Donc, ça, c'est pour Nador Ouest. Pour Dakhla Atlantique, l'objectif est plutôt de soutenir le développement de tous les secteurs productifs de la région, donc à savoir bien sûr la pêche, l'agriculture, les mines, l'énergie, etc. Donc, ce port devrait mettre à disposition de la région et des opérateurs des bassins commerciaux de pêche, de réparation navale, pour une superficie globale estimée à plus de 2000 hectares. Donc, ça, c'est pour les projets de développement de Marsa. Si on peut passer au slide suivant pour voir un peu nos prévisions. Donc, à fin 2021, Marsa devrait réaliser un CA qui serait quand même en retrait de 2%. Et ce, compte tenu de l'évolution
du vrac solide qui serait à la baisse, suite notamment à l'impact de la crise sur les échanges du charbon et coke de pétrole, qui représente 20% du vrac solide de Marsa. Donc, le vrac solide, quant à lui, déjà, il draine 43% du chiffre d'affaires de Marsa. Donc, on a un impact des échanges, de la pandémie sur les échanges du charbon et coke de pétrole. Aussi, on a cette année des perspectives agricoles prometteuses, bien sûr, d'ici la fin de l'année, chose qui n'a pas, donc, c'était pas le cas l'année dernière. Donc, il y aura une hausse certainement de la production, d'ailleurs, une forte hausse. On parle de 3 fois les volumes produits. Donc, ça devrait réduire les flux transigés en termes de céréales. Donc, voilà, déjà, ça, c'est notre estimation pour l'évolution du vrac solide. On anticipe aussi un ralentissement du trafic de vrac liquide. Quand on parle de vrac liquide pour Marsa, c'est principalement les hydrocarbures. Donc, on s'attend à une baisse des volumes, mais on anticipe une reprise partielle de ce trafic d'ici la fin de l'année, vu la reprise escomptée, bien sûr, de l'activité à l'échelle internationale. Pour ce qui est du trafic conteneurisé qui draine, quant à lui, environ 25% du trafic. Donc, on s'attend à une contribution, bien sûr, du nouveau terminal à conteneur 3 de Tangemet, donc ce qui devrait booster ce flux. D'ailleurs, suite au lancement lancement cette année déjà de l'activité de la filiale Tanger Alliance, nous estimons qu'elle devrait contribuer à hauteur de 15% au chiffre d'affaires du groupe, chiffre d'affaires consolidé, bien sûr. En termes de rentabilité, donc on a la non-récurrence du don Covid d'un montant de 300 millions. Donc, Marsa Maroc devrait afficher un bottom line en amélioration, bon, selon nous, de 34%, qui intègre, par contre, une perte nette pour la filiale Tanger Alliance, donc à l'image de ce qu'on a vu l'année dernière, parce qu'on anticipe un break-even à partir de l'année prochaine, donc de 2022. Ça, c'est pour, bien sûr, les chiffres de nos prévisions en termes de réalisation pour Marsa. Concernant les ratios boursiers, malgré l'impact de la crise, Marsa a pu maintenir une politique, comme on a vu, de distribution de dividendes qui est plutôt stable, avec un DPA au titre de l'exercice 2020 de 8 dirhams. Et donc, pour l'année 2021, donc le DPA de l'année prochaine au titre de 2021, on s'attend à un DPA en progression, donc de 8,5, induisant un rendement qui devrait rester légèrement au-dessus de la moyenne projetée du marché, qui est de 3,2%. Maintenant, pour la valorisation, si on peut basculer vers le troisième slide, notre target price pour Marsa s'établit à 277 dirhams pour une recommandation bien sûr à accumuler et un PE cible 2021 de 51,3. Donc, bien sûr, avec l'information et surtout la confirmation du lancement de Tanger Alliance, nous avons revu à la hausse nos prévisions en intégrant la contribution globale de cette filiale au niveau, bien sûr, du business model de Marsa. Donc, on arrive à un TCAM 21,30 du chiffre d'affaires de plus 6,7%, avec une marge d'EBITDA moyenne sur la même période, bien sûr, de 42%, 42,3% pour être plus précis, et avec un taux d'actualisation pour la valorisation de 8,3 et un bêta de 0,8. Donc, voilà pour Marsa. Je passe la parole à Reda et je reste à votre disposition pour les questions. Parfait, merci Sofiane. Peut-être quelques questions effectivement au sujet de Marsa Maroc. Donc, une première, au vu du manque de visibilité sur la fin de la crise sanitaire, le chiffre d'affaires prévu pour 2022 n'est-il pas optimiste par rapport au chiffre d'affaires 2019? Alors, oui, bonne question. Effectivement, donc 2022, on est assez positif pour Marsa.
il faut savoir, c'est que notre scénario pour 2021 déjà, il est assez prudent parce que, et pour la simple raison qu'on a la contribution de Tanger Alliance, donc nous, on l'estime à 15% en 2021, sachant qu'on commence à voir qu'il y a une montée assez rapide, ou bien plus tôt que prévu, de cette filiale. Donc, nous, on s'attend à 15% du chiffre d'affaires de Marsa en 2021, mais avec un taux d'utilisation de 100% qui serait concrétisé qu'à partir de 2022. Donc, ce qui fait un peu, c'est ce qui fait cette opération, plutôt cette augmentation par rapport déjà à 2021, mais aussi de 2019, parce que 2019 n'intégrait pas la contribution de Tanger Alliance, qui est quand même je veux dire, à terme, avec un taux d'utilisation de 100% qui est de 25% du chiffre d'affaires global. Donc, voilà, c'est ce qui explique en fait notre position par rapport à l'activité en 2022. Parfait. Autre question, quelle est votre clé du payout, en fait? Pardon? Quelle est votre clé du payout? Comment ça, clé du payout? Nous, en fait, pour le payout de Marsa, donc, bien sûr, Marsa, déjà, elle raisonne plutôt palier que payout. Donc, on a un payout qui est bien sûr, qui a fortement augmenté en 2020, mais qui devrait rester qui devrait se redevenir à des niveaux normatifs en 2021 et 2022. Donc, voilà, en termes de chiffres, on a bien sûr le graphe devant nous. Si tu peux, Reda, s'il te plaît, rebasculer l'ancien. Voilà. On a l'évolution du payout en bas à droite sur entre 2019 et 2022. Parfait. Alors, une question sur le PE. Donc, comment expliquez-vous le PE trop élevé de Marsa? Et est-ce que le titre n'a pas épuisé tout son potentiel? Oui, merci pour cette question. Effectivement, le PE de Marseille, il est élevé, donc de plus de 50 fois sa rentabilité. Donc, le PE a enregistré déjà en 2020, bien sûr, une forte hausse, et c'est une hausse mécanique parce qu'on a la dégradation du RNPG qui était de 57%. Bien sûr, juste pour rappel, c'était une dégradation qui intégrait deux éléments, donc la perte de Tanger Alliance, mais surtout la contribution de 300 millions au don Covid. Donc, ça, c'est pour 2020. Pour 2021, on a par contre l'augmentation du cours d'action. Donc, en year-to-date, le cours d'hier par rapport au 31 décembre 2020, c'est du 23% de plus. Donc, voilà. Ça, c'est pour les raisons pourquoi le PE il est élevé pour Marsa. Maintenant, la deuxième partie, c'était le potentiel du potentiel du titre, c'est ça? Exactement. Est-ce que le titre n'a pas épuisé tout son potentiel? Oui, donc nous estimons que le titre dispose encore du potentiel et on peut résumer ça en trois éléments. Donc, on a les marges d'amélioration déjà du trafic dépendamment de l'intensité du commerce extérieur du Maroc. On a en deuxième lieu le bon niveau de rendement de dividendes qui ont fait l'un des titres les plus prisés de la bourse de Casablanca, et aussi la perspective d'une nouvelle privatisation pour permettre à l'État de céder des participations supplémentaires tout en gardant la majorité, opération qui devrait se faire à un prix élevé pour éviter les écueils suscités au moment de l'IPO. Parfait. Une dernière question, peut-être avec une réponse courte pour Marsa durant cette partie. Donc, quel est l'impact, enfin, quel est l'impact, pardon, de la flambée des prix du trafic conteneurisé sur les opérateurs? Oui, donc pour la hausse des prix du trafic conteneurisé, effectivement, depuis le quatrième trimestre 2020, il y a une hausse des prix des conteneurs, des fois allant jusqu'à 4 fois le prix initial. Les professionnels parlent également d'une pénurie des conteneurs générée pardon, par la reprise des exportations chinoises.
Donc, nous estimons qu'il n'y aurait pas d'impact direct sur les opérateurs ou Marsa. Par contre, ça pourrait impliquer une baisse des échanges, ce qui nous semble quand même peu probable au vu de l'intensité de la reprise des échanges mondiaux. Parfait. Ben, merci, Sofiane. On va passer maintenant à la valeur SNEP. Bien sûr. Et je donnerai la main à Hassan donc, pour présenter là aussi les valeurs, puis répondre aux questions que nous allons recevoir des différents participants. Donc, Hassan pour la valeur SNEP. Oui, merci Reda. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter la valeur SNEP, une valeur sur laquelle on est très positif et qui a d'ailleurs montré une certaine résilience même en période de crise. Donc, comme vous le savez, SNEP est le leader incontesté sur le marché marocain des produits vinyliques ainsi que des produits issus de l'électrolyse. La société intervient à ce titre en amont de toute l'industrie nationale. Donc, en effet, et pour rappel, après des années de faibles réalisations financières qui ont été pénalisées notamment par les importations de PVC à prix dumping, la société renoue avec la croissance, confortée notamment par un cadre réglementaire plus favorable et elle affiche des perspectives prometteuses en dépit de la crise. Donc là, on va faire un petit topo sur les deux segments sur lesquels la société est positionnée, à savoir le vinyle, donc, qui regroupe tout ce qui est PVC et compound, et l'électrolyse qui regroupe notamment tout ce qui est eau de javel, soude, chlore et acide chlorhydrique notamment. Donc, en ce qui concerne l'activité vinylique qui représente près de 65% du chiffre d'affaires, les ventes ont été fortement impactées par la crise, particulièrement au premier semestre 2020. Suite à l'arrêt d'activité des principaux secteurs clients. Là, on parle essentiellement du BTP et des matériaux de construction. Toutefois, on observe une reprise des écoulements sur ce segment à compter du troisième trimestre, avec une progression de près de 40% des volumes, et qui s'explique notamment déjà par la relance engagée du tissu industriel en sa globalité, mais aussi par la pression exercée sur les importations en PVC. Donc, on a le prix du PVC à l'international qui a flambé depuis début septembre, qui a été couplé au rallongement des délais de livraison, ce qui a incité les clients à s'approvisionner localement. Donc, pour notre part, on estime que cette tendance devrait se poursuivre en 2021, notamment avec la reprise des chantiers au niveau national, mais aussi avec le déploiement des programmes d'irrigation et le développement de nouveaux compounds de PVC à forte valeur ajoutée. Donc maintenant, pour ce qui est du deuxième segment, qui est l'électrolyse, la pandémie a propulsé davantage cette ligne de produits, compte tenu du fort engouement sur l'eau de javel, qui, comme vous le savez, c'est un produit nécessaire à la désinfection et à l'hygiène, tant domestique qu'industrielle. Donc, SNEP est parvenu ainsi à adapter son modèle d'affaires et à améliorer en passant ses réalisations financières, notamment en augmentant sa production en eau de javel de 25%, dans une optique d'assurer un approvisionnement régulier du marché national. Rappelons que ce segment offre un niveau de marge supérieur à l'activité vinylique. Donc, en effet, SNEP détient l'avantage du quasi-monopole, on va dire, sur ce segment, de par la nature des produits soumis à une réglementation stricte, tant pour leur production que leur transport. SNEP est également l'unique fournisseur de chlore liquéfié au Maroc, qui est également un produit indispensable dans le traitement bactériologique de l'eau potable avant son adduction pour la consommation humaine. Alors, pour ce qui est des perspectives 2021, on s'attend à un maintien de la demande pour ces produits-là, en raison déjà du contexte sanitaire qui se poursuit sur l'année en cours, mais aussi grâce aux efforts des autorités sur le plan d'extension du réseau de l'eau potable et des stations de traitement, qui demeurent les drivers essentiels des ventes sur ce segment. Maintenant, sur le plan stratégique, la société aurait entamé un programme ambitieux qui lui permettrait à terme, on va dire, de moderniser
ses procédés de production, mais aussi d'optimiser ses coûts d'approvisionnement, particulièrement ceux de l'éthylène et de l'énergie, qui représentent près de 80% dans sa structure de charge. C'est à cet effet d'ailleurs que la société avait initié en 2016 un Power Purchase Agreement afin de se fournir en énergie électrique d'origine éolienne pour des gains estimés à terme à près de 12 millions de dirhams par an, selon le management de la société. Donc, sur un autre volet, pour faire face justement à la volatilité des cours de l'éthylène, ce n'est pas depuis 2015 diversifier ses intrants, arbitrant des fois pour son approvisionnement en dichlorure d'éthylène ou DCE, quand les fenêtres de prix sont intéressantes, bien sûr, sachant qu'elle escompte à terme produire près de 25% de son PVC à partir de ce produit-là. Donc, pour rappel, l'opérateur avait obtenu en 2020 l'autorisation pour importer du DCE sur une durée de 4 ans. Maintenant, en matière d'investissement, SNEP poursuit également son ambitieux programme d'extension des capacités de production. Donc, c'est un programme qui s'articule autour de 3 étapes, avec une montée en puissance graduelle pour atteindre une capacité annuelle de 120 000 tonnes pour le PVC et de 100 000 tonnes pour la soude à l'horizon 2024. Donc, ce programme a nécessité en total une enveloppe d'investissement de plus de 800 millions de dirhams. Maintenant, en 2020, et en dépit de la crise, SNEP a poursuivi son plan de développement et a mobilisé une enveloppe de 131 millions de dirhams. Le déploiement de cette deuxième phase du programme qui s'étale déjà sur la période de 2018 à 2020 et qui vise à atteindre une capacité de 90 000 tonnes pour le PVC et de 65 000 tonnes pour la soude, il devrait être réussi à compter du deuxième semestre de l'année en cours. Enfin, SNEP compte aussi lancer dès la fin de cette année les travaux d'ingénierie relatifs à la dernière étape de son programme, ce qui devrait lui permettre une croissance organique sur les années à venir. Maintenant, si la société poursuit l'extension de ses capacités de production telles qu'escomptées, elle répondrait à plus de 85% de la demande nationale sur le PVC. Donc, c'est justement pour éviter d'avoir une position quasi monopolistique sur ce segment que SNEP a également annoncé son ambition de générer près de 20% de son chiffre d'affaires vinylique à l'export, également à l'horizon 2024. Donc, ce qui devrait limiter sa part de marché à terme à près de 70% sur cette ligne de produits au Maroc, contre les 50% détenus actuellement. Donc, à ce titre, SNEP a procédé d'ailleurs à l'homologation de ces produits vinyliques sur plusieurs marchés à l'export, notamment la Turquie, qui est le deuxième plus grand importateur de PVC dans le monde, et également on a l'Espagne, le Portugal et l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, la société aurait également lancé un nouveau projet d'investissement portant sur la rénovation de son unité compound PVC en vue de développer des produits à forte valeur ajoutée et donc à forte marge, dédiés dans un premier temps au secteur automobile dans le cadre d'un éventuel approvisionnement de PSAC et Nitra. Donc, comme vous le savez, et suite à l'instauration des zones franches de Tanger et de Kenitra, le secteur de la construction automobile a connu un nouvel essor avec l'installation de plusieurs équipementiers et constructeurs internationaux de renom. Donc, SNEP pourrait donc renforcer ses parts de marché sur ce segment en s'attaquant notamment aux composantes automobiles, à savoir les câbles et les boîtiers. Ainsi, de nouvelles machines et mélangeurs auraient été réceptionnés en mars 2021 pour un investissement de près de 60 millions, dont la moitié a été engagée déjà sur l'année 2020, avec une entrée en production prévue pour le second semestre de l'année en cours. Ces installations devraient atteindre leur pleine capacité à l'horizon 2022, selon le management de la société. Maintenant, en termes de réalisation financière, et juste pour rappeler les réalisations de l'année 2020, SNEP a enregistré un chiffre d'affaires en léger repli de près de 3% à près de 917 millions. Donc, c'est sur le S2 que la société a réalisé le gros de ses ventes, puisque ses revenus y progressent de près de 27%, après une chute de 15% constatée sur le premier semestre,
en raison de la dégradation principalement des ventes vinyliques sur cette période, comme mentionné plus tôt. Donc, cette bonne dynamique commerciale, elle se poursuit sur le T1 2021, comme on atteste d'ailleurs les chiffres du premier trimestre qui font ressortir d'ailleurs un chiffre d'affaires en progression de 19,3% à près de 263 millions, comparativement au T1 2020. Tenant compte des éléments précités, nous tablons sur un chiffre d'affaires 2021 en progression de 8,5% à près de 995 millions, intégrant une reprise plus prononcée pour l'ensemble des industries, bien sûr, notamment la construction et les travaux publics qui ont connu un ralentissement considérable de leur activité en période de crise, et intégrant également les premiers effets d'extension des capacités de production. Donc, la marge de BE devrait se fixer autour de 19,2%, soit un niveau assez confortable pour un RNPG en progression de 4,5% à 84 millions de dirhams. Donc, dans une plus ample mesure, l'effet plein de l'augmentation des capacités de production devrait se ressentir sur l'année 2022, avec un bond des revenus de près de 18% à près de 1,2 milliard pour une marge de BE qui se renforcerait à 19,5%. Maintenant, en termes de bottom line et compte tenu de la hausse du chiffre d'affaires couplée à la poursuite de l'amélioration opérationnelle engagée par la société, le RNPG ressortirait en hausse de 28% à 107 millions de dirhams pour une marge nette de 9,2%. Nous aboutissons ainsi à un cours cible de 700 dirhams qui valorise SNEP à 20 fois sa capacité bénéficiaire en 2021 et nous ressortons avec une recommandation à accumuler. Donc, je passe la parole à Reda pour si vous avez des questions. Parfait, merci Hassan. Donc on passe à quelques questions en fait relatives à SNEP. La première concerne en fait la hausse des prix de l'éthylène, si elle est toujours soutenable et quel serait son impact sur SNEP. Donc en effet, les cours de l'éthylène, ils sont faits corrélés au cours du pétrole brut, dont l'évolution même demeure soumise à plusieurs facteurs. Notamment le bon déroulement des campagnes de vaccination. On a aussi la reprise de la demande mondiale avec la relance économique engagée par plusieurs pays. On a également les niveaux de stock détenus notamment par les principaux producteurs, ainsi que les efforts de l'OPEP et ses alliés qui visent à réguler le niveau de l'offre. Aujourd'hui, les prix du pétrole sont clairement orientés à la hausse, comme vous pouvez le voir avec une progression de 44% pour le Brent depuis le début de l'année, en même titre que ceux de l'éthylène qui enregistrent une progression de près de 80% en year-to-date. Maintenant, il faut savoir que l'éthylène, en fait, il représente 40% des intrants en volume dans la production du PVC et il représenterait habituellement près des 2/3 de son coût de revient. Ainsi, la société elle a pu profiter de la chute des cotations sur le premier semestre 2020, ce qui lui avait permis d'ailleurs de constituer des stocks à faible coût, lui octroyant ainsi des marges plus confortables. Par ailleurs, grâce à sa politique d'optimisation de ses coûts d'approvisionnement, notamment via l'arbitrage dont on a parlé plus tôt entre l'éthylène et le DCE, SNEP parvient à se couvrir contre les fluctuations des cours des intrants et de maintenir une certaine compétitivité de prix. Donc, voilà. Parfait. Alors, une deuxième question concernant cette fois-ci le marché du PVC qui fait du surplace depuis 4 années, donc avec une moyenne de croissance de 3% depuis 2017. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent d'augmenter dans ce contexte-là les capacités de production? Alors déjà, la demande locale, elle est là en principe, parce que SNEP, elle détient déjà 50% des parts de marché. Le reste des clients sont forcés, soi-disant, à avoir recours aux importations pour répondre à leurs besoins. Donc, dans un marché estimé à près de 124 000 tonnes par an, je pense que c'est toujours soutenable d'augmenter les capacités de production à 120 000 tonnes.
d'autant plus que la société annonce déjà son ambition de se positionner même à l'export avec un objectif de 20% de son chiffre, de ses ventes vinyliques justement sur ces marchés-là. Donc, pour notre part, ceci est déjà inclus dans notre valorisation et c'est toujours soutenable. Parfait. Donc, peut-être une dernière question sur Snap avant de passer à Cosumar. Quel serait, selon vous, l'impact du dernier incident sur l'activité de Snap? Oui, en effet, l'accident a été causé par la déflagration d'un bac d'acide chlorhydrique qui était vide apparemment dans une unité industrielle à Mohammedia. Ben, cette triste nouvelle a malheureusement causé le décès de 2 personnes. Toutefois, la société a précisé dans un communiqué que cet incident n'a pas endommagé les équipements adjacents et elle a même indiqué qu'il n'aurait aucun impact sur ses activités. Donc, nous pouvons supposer que notre séquence de flux prévisionnel en 2021 ne serait pas remise en cause. Parfait. Bah, merci Hassan pour ces réponses. Donc, on revient à Soufiane pour cette fois-ci pour la valeur Cosumar. Il va partager avec nous donc les principaux enjeux et catalyseurs pour cette valeur. Et comme pour les autres valeurs, on prendra quelques questions. Oui, merci encore une fois, Reda. Donc, la dernière valeur qu'on pourra traiter aujourd'hui, c'est Cosumar. Bien sûr, on est aussi positif sur la valeur, avec une recommandation d'accumuler et avec un cours cible de 295 dirhams. Donc, pourquoi nous sommes positifs sur cette valeur? Il y a 2 facteurs clés que nous retenons. Donc, je vais parler en premier lieu de l'évolution de l'activité du groupe et de ses réalisations et surtout sa résilience durant une année, bien sûr, caractérisée par, bien sûr, marquée par la crise. Avant de traiter aussi le volet stratégique et de parler des principales opportunités de développement pour Cosumar. Donc, comme vous le savez, Cosumar était parmi les quelques valeurs de la cote qui ont su montrer leur résilience face au Covid. Donc, cette résilience est principalement grâce à son positionnement en tant qu'unique producteur sucrier au Maroc. Donc, un producteur qui a pour objectif le maintien d'une couverture des besoins locaux dans un contexte d'engouement des clients sur les produits de première nécessité, produits alimentaires de première nécessité. Surtout au cours des premières semaines de confinement, on a vu un effet de surstockage. Au niveau national, déjà, on pourra parler de l'export, mais si on commence par le niveau national, l'enjeu était de stabiliser, voire améliorer le niveau des revenus dans une période, bien sûr, certes, on a eu la hausse de la demande des particuliers, mais surtout l'arrêt total, ou bien l'impact de l'arrêt total puis partiel de l'activité des grands consommateurs de Cosumar, du sucre parmi les clients de Cosumar, donc à savoir les segments CHR, les industriels et les épiceries. Donc, ça, c'est au niveau national. Au niveau international, le défi de Cosumar était de renforcer son offre à l'export afin d'impacter non seulement une demande de plus en plus importante compte tenu de la fermeture d'un certain nombre de raffineries à l'international, mais d'autre part, le renforcement de sa présence sur le marché nord-américain en 2020, bien sûr. Donc, compte tenu de ces deux éléments, Cosumar a amélioré en 2020 ses revenus de 5%, portés principalement par la hausse de 25% de ses volumes exportés, qui ont compensé en fait le recul des ventes locales. Bien sûr, ce recul de vente justement local et donc une baisse de la consommation du sucre au Maroc, combiné à une campagne moins importante au niveau des sucreries
se sont traduits par un repli de la marge opérationnelle du groupe. Maintenant, un peu plus bas au niveau du PNL, là, on parle de rentabilité. Donc, bien sûr, à l'image de Marsa et d'autres sociétés qui ont contribué au don Covid, donc on a l'impact de 100 millions de dirhams bruts comptabilisés one shot. Donc, on a une baisse de 12%. Donc, si on retraite le RNPG du don Covid, donc on tombe sur une baisse quelque part limitée de 4,5%. Un dernier point saillant au niveau des réalisations, cette fois-ci, au terme 2021, on a eu un allègement notable de l'endettement net d'un montant de 985 millions de dirhams. Donc, et on profitait bien sûr du paiement opéré par la caisse de compensation pour le sucre d'environ 1 milliard sur la même période, bien sûr. Rattrapant donc le retard de règlement en 2020 qui s'était traduit par une hausse de l'endettement de Cosumar de 500 millions de dirhams. Donc voilà pour l'évolution de l'activité. Maintenant, pour ce qui est des projets de développement, le troisième trimestre de cette année devrait marquer la mise en service tant attendue, bien sûr, de Dora. Donc, cette nouvelle raffinerie de sucre en Arabie Saoudite se dote d'une capacité de raffinage annuelle d'environ 850 000 tonnes, bien sûr, de sucre blanc. Elle devrait adresser à la fois les besoins du marché saoudien, mais aussi les besoins de la région MENA. Donc, ces besoins qui sont estimés à plus de 4 millions de tonnes par an, avec bien sûr la possibilité d'exporter vers les pays de l'Afrique de l'Est, bon, notamment les pays de l'Afrique de l'Est. Donc, Dora devrait bénéficier d'un emplacement stratégique puisqu'elle a un certain support des associés ou bien des partenaires saoudiens, donc dans le port de Yanbu. Un autre élément important pour Dora, il concerne le temps de décharge qui ne devrait pas dépasser 2 à 3 jours pour des bateaux allant jusqu'à 70 000 tonnes. Donc, sachant que si on fait une comparaison avec le temps de décharge au niveau du port de Casablanca, on a une durée qui peut aller jusqu'à 15 jours. Donc, ça aussi, c'est un élément important pour Dora. Maintenant, en ce qui concerne l'intégration de Dora au niveau du PNL de Cosumar, d'après nos échanges avec le management, le groupe prévoit une montée en régime relativement rapide devant se caractériser devant se concrétiser plutôt à partir de 2023 avec une montée en charge qui devrait être plutôt lisse grâce à une autre caractéristique d'Odora, donc un faible coût de l'énergie. On parle quasiment du gaz gratuit. Donc, si on prend en considération ces éléments-là, et bien sûr, l'Arabie Saoudite en tant que consommateur de sucre, de forte consommation de sucre avec une consommation par an qui varie entre 40 et 50 kg. Donc, pour nous, le projet semble être un véritable relais de croissance pour le groupe, avec des marges assez confortables, sachant que les deux opérateurs historiques de la région seraient en difficulté. On peut citer Khalij Sugar, donc, qui a procédé à la fermeture de sa raffinerie à Dubaï à cause de l'alourdissement des coûts logistiques, chose qui devrait permettre à Cosumar de lancer l'activité de sa raffinerie saoudienne dans des conditions de concurrence a priori apaisées. Donc, si on peut passer au slide suivant. Donc, vous pourrez constater qu'en termes de prévision, nous attendons à une tendance positive. Si on parle d'évolution des principaux agrégats opérationnels de Cosumar, bien sûr, post-crise, on parle 2021-2022. Donc, avec une croissance du chiffre d'affaires escomptée de 4% en 2021,
qui devrait être tiré principalement par le redressement prévu de la demande locale. Bien sûr, comme on peut voir déjà, il y a un bon déroulement de la campagne de vaccination au Maroc qui permet l'allègement progressif des mesures sanitaires restrictives, ce qui ont eu un impact important sur l'activité des clients, les grands consommateurs, comme j'ai déjà cité, donc c'est les industriels et les CHR. Toujours au niveau des prévisions, donc surtout, encore une fois, les revenus. Donc, la croissance des revenus donc, de 4% devrait aussi profiter d'une demande à l'export qui demeure soutenue, notamment à destination de l'Europe de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, comme on a parlé, il y a le facteur DORA. Donc, nous avons également intégré le chiffre d'affaires additionnel devant être réalisé à partir du troisième trimestre, parce qu'on a un lancement à partir du T3, en se basant sur un taux de capacité réduit. Pour ce qui est de la contribution annuelle en année pleine, donc 2022 selon notre scénario, mais toujours avec un taux de capacité limité par mesure de prudence, nous attendons un chiffre d'affaires additionnel d'environ 600 millions de dirhams. Maintenant, au niveau de la masse bénéficiaire, le RNPG devrait ressortir en amélioration déjà mécanique de 16% suite à la non-récurrence du don Covid de 100 millions de dirhams. Donc, Reda, si tu peux passer au slide suivant. Donc, concernant la valorisation, comme pour les autres sociétés industrielles qu'on a traitées, donc on se base aussi sur la méthode DCF et aussi sur un scénario, sur le scénario d'évolution dont j'ai parlé. Nous aboutissons à un target price de 295 dirhams. Donc, avec un PE cible de 29,5 en 2021. Bien sûr, on a un taux d'actualisation de 8,3 avec un taux sans risque de 2,3%, une prime de risque de 8,45 et un bêta de 0,8. Donc, voilà, je te passe la parole, Reda, pour s'il y a des questions. Parfait, merci Sofiane. Oui, il y a quelques questions qui concernent la valeur Cosumar. Une première sur un update, si c'est possible, par rapport à l'unité de Guinée-Conakry. Oui, bonne question. Pardon. Donc, pour l'unité de Guinée-Conakry, selon le management qui nous a confirmé que cette unité aurait démarré effectivement son activité et tourne de façon normative actuellement. Donc, juste pour rappel, il s'agit d'une unité de conditionnement qui, à terme, devrait permettre à Cosumar de mieux connaître le marché local guinéen et ouest africain pour peut-être envisager d'autres projets davantage capitalistiques plus tard. Deuxième question, donc avez-vous une idée sur l'investissement prévu pour cette année au niveau de Cosumar? Oui, donc l'enveloppe d'investissement qu'on a retenue et qui est aussi issue de nos échanges avec le management, elle s'élève à 250 millions de dirhams. Donc, elle devrait porter essentiellement sur l'optimisation énergétique amorcée à Ksar El-Kbir et finalisée sur l'ensemble des sites. Donc, comme vous le savez, bien sûr, puisque les prix de vente sont fixés pour Cosumar, la société ne peut agir que sur l'efficience opérationnelle pour améliorer ses marges et c'est ce qu'elle cherche à faire. Autre question, comment devrait évoluer la prime de blanc d'ici la fin de l'année? Oui, donc la prime de blanc, déjà au titre de l'année 2020, elle a oscillé entre 70 et 80 dollars la tonne et devrait ressortir en forte hausse en 2021 avant de se rétablir à un niveau normatif par la suite.
Donc, pour nous, on s'attend à un niveau supérieur à 100 dollars la tonne pour cette année en tout cas. Parfait. Merci, Sofiane. Ce que je vous propose, c'est qu'on va revenir un peu en vrac aux différentes questions qu'on a reçues. On essaye d'en traiter, on va dire, quelques-unes d'ici la fin de ce webinaire. La première question pour Sofiane, si tu peux rester avec nous, elle concerne Taqa Morocco par rapport à l'évolution du spread API2 et du cours du charbon depuis le début de l'année. Est-ce que le spread négatif n'impacte pas les frais d'énergie? Alors, oui, donc je vais répondre en deux parties. Donc, déjà, le spread API2 et prix du charbon. Donc, déjà, pour le prix du charbon, on constate justement ce dernier mois une forte hausse donc, qui passe de 80 et quelques dollars à plus de 100 dollars la tonne, bien sûr. Ça, c'est pour le prix du charbon. Après, l'API2 aussi, selon les forecasts du FMI, on a une hausse aussi qui accompagne le charbon. Mais en fait, pour Taqa, c'est un spread qui est calculé selon le prix d'achat effectif. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Taqa a profité de la baisse des prix du charbon, en tout cas c'est ce qu'on voit au niveau des chiffres au T1 2021. Pour ce qui concernant l'impact de ce spread, non, ça n'impacte pas les frais d'énergie. Les frais d'énergie vont impacter entre guillemets parce que c'est un chiffre d'affaires qui est refacturé à l'ONE, donc il n'y a absolument pas d'enjeu pour Taqa au niveau du chiffre d'affaires et surtout par rapport à l'évolution du charbon, bien sûr au chiffre d'affaires. Et les frais d'énergie faisant partie du chiffre d'affaires de Taqa, n'intègrent que l'impact de l'évolution du charbon, indépendamment de l'évolution de l'API2, c'est juste le prix d'achat. Mais même ce prix, même s'il y a une hausse du prix du charbon, il n'y a pas d'impact au niveau du chiffre d'affaires parce que c'est refacturé à l'ONE. Maintenant, l'impact du spread, cette indexation, elle impacte le REX de Taqa. Et pour rappel, en fait, cet impact, son estimation est de 3 millions de dollars par entité. Donc, pour les unités 1 à 4, c'est à hauteur, bien sûr, c'est une perte ou un gain, à hauteur de 3 millions de dollars. Et pour les unités 5 et 6, encore une fois, perte ou gain à hauteur de 3 millions, ce qui fait un total de 6 millions de dollars ou bien presque 45, 46 millions pardon, 54, 55 millions de dirhams. Parfait, merci Sofiane. Donc, cette fois-ci, une question concernant Atlanta Sanad pour Khadija. Comment expliquer la baisse du RNPG d'Atlanta projeté en 2021 et donc du payout? Alors, pour cette question, donc, j'en avais parlé tout à l'heure au niveau de la présentation. Donc, en 2021, on table sur une baisse de près de 23% du RNPG, qui est lié uniquement à un élément exceptionnel. Donc, c'est la non-récurrence de l'impact positif qui a été constaté en 2020 et qui est lié à l'opération OPCI qui a été réalisée l'année dernière et qui a justement généré une plus-value de 230 millions de dirhams. Donc, cette année, on ne devrait pas avoir cet impact positif qui a eu lieu l'année dernière. Donc, c'est uniquement cet élément. Et donc, forcément, le départ devrait suivre. Voilà. Parfait. Merci Khadija. Je reviens vers Sofiane, cette fois-ci par rapport à Marsa Maroc. Concernant son endettement net, s'il prend en compte ou pas l'impact de l'emprunt obligataire de 1,4 milliard de dirhams contracté en décembre 2020. Oui, bien sûr, parce que normalement, Marsa avait un désendettement, donc avec cet emprunt obligataire de 1,4 d'ailleurs de la filiale TC3PC, on passe à un endettement net de 700 millions. Mais aussi, il ne faut pas oublier que ça intègre aussi un impact d'à peu près 200 millions en termes de cash. Ça, c'est l'impact des 300 millions du don Covid.
Parfait. Merci, Sofiane. Une question sur Snap, donc pour Hassan. Une double question, en fait. Qu'est-ce qui explique le faible niveau de distribution donc, de Snap et comment expliquer la prise de participation dans Dimatit? Oui. Pour ce qui est de la distribution, en effet, bien que la société ait repris la distribution justement après des années de stand-by, la rémunération demeure effectivement faible avec un DPA de 12 dirhams au titre de l'année 2020, donc ce qui fait un dividend yield de 2,6% et un payout de 30% sur la base du cours du 31-12. Nous pensons que cela s'explique essentiellement par l'envergure des investissements prévus dans le cadre de son projet d'extension des capacités mentionné plus tôt, avec une enveloppe, comme on a mentionné, de 800 millions de dirhams. Donc, à notre avis, tout actionnaire raisonné opterait pour le réinvestissement des bénéfices afin de financer ce projet ambitieux et qui devrait d'ailleurs générer à terme un meilleur rendement. Donc, pour la deuxième partie, c'était par rapport au renforcement de la participation dans Dimatit, c'est ça? Exactement. Effectivement, la société a renforcé sa participation en vue de renforcer justement son intégration industrielle en aval. Maintenant, cette opération, comme a indiqué le management, n'a aucun impact sur l'endettement de la société. D'ailleurs, rappelons que la Dimatit est essentiellement présente sur le segment du PVC, donc toute l'activité vinylique, et qu'elle a été d'ailleurs non opérationnelle sur le S1 2020. Et malgré ça, la société a pu dégager des réalisations financières satisfaisantes. Donc, pour notre part, on pense que cette opération devrait renforcer le positionnement de Snap sur ce segment, qui d'ailleurs, selon nos prévisions, devrait se redresser davantage sur l'année en cours et donc contribuer de façon positive aux réalisations de Snap. Parfait. Peut-être pour conclure, une double question pour Majd de Bass, donc de BMC Capital Bourse. Il a avec nous donc plutôt des questions orientées marché, à la fois sur Taqa, Morocco et Marsa, Maroc. En fait, les deux se rejoignent d'une certaine manière. C'est par rapport à, on va dire, à la volatilité de ces deux valeurs. Donc, je vais commencer par Taqa, Morocco, où notre participant estime donc, que la valeur Taqa est très volatile et donc risquée. Le 18 mars 2020, donc le prix en bourse a été tombé à 705 dirhams et actuellement, il est proche du maximum atteint depuis plus de 2 ans à 1050 dirhams. Donc, qu'est-ce qui peut justifier que le prix peut augmenter encore à court terme? Et deuxième question, et après je te donne la parole, Majd, par rapport à Marsa, Maroc. Donc là aussi, un prix très volatile qui a atteint aujourd'hui le niveau de 256 dirhams, soit presque le maximum atteint depuis l'introduction, après une chute en avril 2020. Donc là aussi, qu'est-ce qui peut justifier ou faire penser à une poursuite d'augmentation du prix à court terme, au-delà donc de son maximum de 258 dirhams depuis l'introduction? Merci Reda. Merci à l'ensemble de l'équipe pour les éclaircissements qu'ils ont donnés pour l'ensemble des valeurs. Alors, effectivement, la question sur la volatilité, il faudrait que la volatilité fait partie même du marché. Donc, c'est normal que les cours soient volatiles. C'est à peu près ça, je dirais, l'essence même de notre marché. Alors, pour parler de Taqa, justement, c'est peut-être la valeur la moins volatile parce que 705 et revenir à 1000 dirhams, il y a des valeurs qui ont baissé beaucoup, beaucoup plus et qui ont une volatilité beaucoup plus prononcée. C'est même une valeur qui est qualifiée de valeur extrêmement défensive parce qu'on a une certaine lisibilité sur le business model, un rendement qui est plus même en année, on va dire, Covid, elle a servi, comme on aime bien le dire. Maintenant, sur le potentiel, je pense, comme l'a rappelé Soufiane, il y a un prolongement, bien évidemment, de la concession qui donne un peu plus de visibilité sur le business de Taqa à venir, du moins jusqu'à 2044. Il y a aussi le projet éolien, quoique c'est vrai que ça n'aurait pas contribué de manière importante sur le chiffre d'affaires, mais quand même, ça reste un relais de croissance. Et pourquoi pas, bien évidemment, voir un peu l'Afrique comme aussi un relais à terme sur de prochaines opérations.
Donc, sur Taqa, pour résumer, c'est une valeur de fonds de portefeuille. Si on compare sa volatilité par rapport à celle d'autres valeurs ou du marché de manière générale, elle est beaucoup moins volatile. Ça, c'est certain et c'est même avéré. D'ailleurs, on l'a quasiment bien vu. En période de stress, et VGT entre 850 et 900 dirhams. Donc, somme toute assez solide. Alors, pour Moussa Maroc, c'est vrai que c'est une valeur qui a été très prisée par le marché ces derniers temps. Et pour cause, évidemment, le business model qui vient s'enrichir de l'apport de Tangemed, qui devrait contribuer, je pense, si j'ai bonne mémoire, à terme de 20% du chiffre d'affaires, ce qui explique un peu l'engouement qu'il y a eu sur le titre ces derniers temps. Je ne commenterai pas la volatilité parce que ça va de soi. Maintenant, le potentiel, il est là. Comme l'a rappelé Soufiane, c'est vrai qu'à Tangemed, il y a d'autres ports qui vont entrer, bien évidemment, en jeu. Et on voit aussi que c'est un titre qui est extrêmement généreux en rendement de dividendes et qui reste prisé par les investisseurs, notamment institutionnels. Donc, ces deux titres, Taqa et Moussa, que nous plébiscitons pour la qualité de leur business model, leur qualité fondamentale et aussi pour leur qualité, je dirais, actionnariale. Donc, sur les deux, nous avons un actionnariat qui, quand même, pour Taqa, c'est un actionnariat qui est rompu, je dirais, au métier de l'énergie. Et pour Moussa Maroc, c'est quand même l'État marocain. Donc c'est quand même assez solide. Et pour un investisseur, je dirais, c'est quelque chose qui est réconfortant à moyen long terme. Voilà. Parfait. Merci Majd pour cette réponse. Merci Khadija, Soufiane, Hassan pour vos présentations et pour vos réponses. Donc le temps imparti à ce webinaire est écoulé. Nous avons d'autres questions malheureusement qu'on n'a pas pu traiter, mais nos analystes prendront le temps de répondre par email à ces questions. Donc, nous avons eu le plaisir de partager avec vous les 5 plus fortes convictions du moment de notre bureau de recherche sur le marché boursier marocain, qui sont, pour rappel, Taqa Morocco, Atlanta Sanad, Marsa Maroc, SNEP et Cosumar. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour d'autres webinaires BMCE Capital. Et d'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci.